Bonjour et bienvenue à cette session sur l'enseignement de la grammaire en contexte lors de la conférence virtuelle OMLTA été 2021. Je m'appelle Antonia Sétienne. Je suis formatrice d'ELF et conseillère pédagogique au palier élémentaire. Pour mon travail, j'apprends avec les enseignants au palier élémentaire et secondaire pour bâtir nos pratiques pédagogiques en français langue seconde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de la grammaire en contexte et de comment l'intégrer dans les tâches authentiques dans vos salles de classe. Commençons d'abord avec une reconnaissance du territoire. Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, et nous rendons hommage à leur héritage et à l'héritage de toutes les Premières Nations du Canada, Miigwech. Cet atelier répondra enfin à vos questions sur l'enseignement de la grammaire en contexte. Nous allons développer une compréhension commune de ce que cela signifie. Nous allons examiner des exemples d'intégration de la grammaire dans les tâches authentiques et comment identifier nos activités d'écoute, d'expression orale, de la lecture et d'écriture. Mieux encore, nous allons découvrir comment préparer du matériel pour l'apprentissage en présentiel aussi bien qu'en virtuel avec nos élèves afin de ne plus avoir besoin de feuilles de grammaire. En examinant notre vision et les objectifs pour les programmes de français dans le curriculum français langue seconde de l'Ontario, nous pouvons constater l'importance de la communication et de l'interaction des élèves et on veut voir leur confiance à s'exprimer en français fleurir. Pour ce faire, nous devons donner aux apprenants les outils de bien pouvoir s'exprimer et ensuite des occasions de pratique pour gagner en confiance. La façon traditionnelle d'enseigner la langue par la grammaire est en évolution. Comme élèves en français langue seconde, nous avons appris en faisant des exercices de grammaire à l'écrit, ce qui fonctionne comme modèle pour à peu près 10% de la population. Et c'est souvent ces 10% d'apprenants de langue seconde qui deviennent des enseignants de langue seconde, d'ailleurs. Or, pour la majorité des élèves, les recherches démontrent que l'apprentissage de règles de grammaire en isolation ne fait pas le transfert à des communications orales spontanées réussies, ni contribue à la confiance des élèves. Avez-vous déjà rencontré d'anciens élèves qui vous parlent en anglais et qui insistent qu'ils ne peuvent pas parler en français? Les recherches récentes démontrent un plus grand succès lorsque les élèves doivent accomplir les tâches actionnelles, c'est-à-dire des tâches qui ont un but et où l'apprenant devient acteur social qui accomplit la tâche dans un contexte social moyennant des interactions orales spontanées. Les apprenants interagissent en écoutant, parlant, lisant et en écrivant dans des situations authentiques à leur vécu. Qu'est-ce que cela veut dire enseigner la grammaire en contexte? Nous comprenons alors que l'enseignement de la grammaire en contexte ne signifie pas un enseignement de règles de grammaire isolées et de remplir des feuilles d'exercice page après page. Pourtant, nous savons tous aussi que les élèves ont besoin de la grammaire pour bien structurer leurs phrases. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait? De quoi est-ce que cela a l'air dans la salle de classe? Allons d'abord consulter notre curriculum de français langue seconde. Comme conseillère pédagogique, j'entends souvent la même question et la même frustration. Notre curriculum
ne nous offre pas un continuum de règles de grammaire. Alors, comment savoir à quel niveau enseigner quel temps de verbe et quel point de grammaire? Eh bien, même si cela peut s'avérer frustrant pour nous qui avons l'habitude d'enseigner les règles de grammaire en isolation, ce design est intentionnel. Lorsque nous enseignons avec la perspective actionnelle en tête, nous devons identifier les structures de phrases, le vocabulaire et les points de grammaire dont les élèves ont besoin pour accomplir une tâche. Ceci est un enseignement différencié et qui répond aux besoins langagiers des élèves. Toutefois, le curriculum ne nous laisse pas complètement dans le noir. Nous pouvons trouver dans Instructional Tips des suggestions. Et je dis bien des suggestions et non pas des exigences. Pour les structures de phrases et des points de grammaire qui vont aider nos élèves à communiquer lors des tâches actionnelles. Vous allez remarquer aussi que ce sont les mêmes tips pour la production orale et écrite, parce que nous voulons nous assurer que les élèves ont eu multiples occasions de pratiquer les structures de phrases à l'oral avant de les lire et de les écrire. L'exposition aux structures de phrases à l'oral d'abord a pour but de bâtir leur grammaire interne avant qu'on exige qu'ils lisent et écrivent ces structures de phrases. Amenons tout ça au niveau pratique. Je voudrais à la fois illustrer l'importance de l'apprentissage à l'oral avant l'écrit et illustrer comment cibler les points de grammaire dont nos élèves ont besoin. Lorsqu'un apprenant écrit un texte, il écrit ce qu'il entend dans sa tête, c'est-à-dire selon la grammaire interne ou la construction grammaticale qu'il a internalisée à l'écoute. Ceci veut dire que lorsqu'un élève fait des fautes à l'écrit, les erreurs de la grammaire interne ne sont pas en fait des erreurs de l'écrit, sinon de l'oral. Voici l'exemple classique. Je suis disant. La faute n'est pas dans l'écriture de suis, le verbe être, mais plutôt dans l'utilisation du mauvais verbe. L'apprenant a fossilisé cette erreur, je suis disant. Quand il va écrire dans sa tête, il entend je suis disant et alors il écrit sa phrase comme il l'entend. C'est une faute à l'oral et non pas à l'écrit. Voici un exemple de production écrite d'un élève. Je vais vous demander d'identifier les erreurs et de les classer en erreurs à l'oral et erreurs à l'écrit. Vous allez arrêter l'enregistrement ici le temps d'identifier ces erreurs. Allez-y! Alors voici ma question pour vous. Qu'est-ce que vous avez remarqué en identifiant et en classant ces erreurs dans ce texte? Nous pourrions identifier les erreurs et préparer des feuilles de grammaire pour pratiquer le verbe avoir encore, parce qu'on voit que l'élève utilise mal le verbe avoir. Et pour sortir une feuille de grammaire pour pratiquer le au et le du encore. Et pour ne pas écrire sur devant une journée encore. Mais nous savons tous, en pratique, ce que les recherches nous disent. Ça ne marche pas. L'apprentissage de règles en isolation ne se transfère pas à la communication orale ni écrite. Alors, comment est-ce que cela peut nous aider? Déjà, nous pouvons identifier les structures de phrases que nous allons enseigner explicitement et pratiquer à l'oral et les points de grammaire à exploiter pour améliorer l'écrit. Voici un diagramme qui peut nous aider à cibler ce que nous allons faire. Lorsqu'on décide la structure grammaticale, on veut s'assurer qu'il a un sens, qu'il a une utilisation ou une fonction dont l'élève a besoin pour accomplir la tâche, et on veut s'assurer que ça soit une structure que l'élève va pouvoir utiliser dans cette tâche. Lorsqu'on apprend une langue, on entend d'abord des bruits.
peut-être une musicalité. Et éventuellement, on commence à entendre des sons individuels suivis par des mots et des structures. Peu à peu, en écoutant beaucoup, on se construit une grammaire interne, c'est-à-dire que l'on commence à comprendre comment fonctionne la langue. Pour aider à construire leur grammaire interne, nous devons identifier et enseigner explicitement les structures de phrases dont ils ont besoin pour s'exprimer et pour développer leur capacité d'écoute. Pour les aider à construire leur grammaire interne, nous devons identifier et enseigner explicitement les structures de phrases dont ils ont besoin pour s'exprimer et pour développer leur capacité d'écoute, d'expression orale, de lecture et d'écriture. De cette manière, on évite la fossilisation d'erreurs. Il faut alors que les élèves entendent ces structures de phrases souvent et dans différents contextes. Il ne suffit pas de dire aux élèves « Vous arrêtez de dire « je suis 10 ans », on dit « j'ai 10 ans » et leur fournir un exercice pour pratiquer le verbe avoir. Comment procéder alors? D'abord, identifier des structures de phrases nécessaires. Ensuite, enseigner explicitement des structures de phrases, commençant d'abord par la modélisation et la répétition à l'écoute pour construire la grammaire interne. On donne des exemples en contexte. On offre des occasions à pratiquer et de s'adapter les structures de phrases. On peut aussi inclure des mini-leçons pour découvrir et mettre en application certaines règles de grammaire. On peut faire la lecture avec ces structures de phrases et points de grammaire. Et finalement, on peut faire l'écriture des phrases en utilisant les points de grammaire. Alors, comment est-ce que nous allons enseigner la grammaire à l'oral en utilisant des structures de phrases pour développer la grammaire interne? On va commencer avec l'écoute, la compréhension orale et la production orale. Et on peut se servir de l'approche neurolinguistique qui est conçue selon les recherches de comment le cerveau construit la grammaire interne. Dans les ressources à la fin de la présentation, je partage un article sur la NL et des considérations lorsqu'on l'utilise en salle de classe. Vous allez remarquer que chaque étape est importante et essentielle à l'apprentissage. Faisons l'expérience ensemble. Nous allons nous servir d'une structure de phrase à haut niveau A1, A2. Pour mes collègues au secondaire, on utilise des structures de phrases et les points de grammaire plus complexes. Imaginez par exemple une phrase avec le subjonctif « il faut que » ou une amorce de phrase plus sophistiquée « si je comprends bien ce que tu veux dire » ou un argument « je comprends ce que vous voulez dire, néanmoins ». Pour notre exemple ensemble, revenons à notre texte de tout à l'heure. Mettons que nous voulons que les élèves parlent de leur fin de semaine afin de se connaître mieux. C'est une tâche actionnelle au niveau A1 à B1. Nous pouvons faire la différenciation de la tâche avec la longueur des réponses et les détails qu'on exige dans les conversations, ainsi que les temps de verbe. Nous allons faire semblant que nos élèves sont à niveau A2-B1 et que c'est une classe en virtuel. Nous remarquons que nos élèves ont tendance à utiliser sur devant le nom de la journée et nous allons faire une mini-leçon ou une sous-tâche. Les élèves, lorsque nous parlons de ce que nous faisons une journée ou une autre, il y a une légère différence entre comment nous le disons en anglais et en français. Je vais vous raconter ce que j'ai fait pendant ma fin de semaine et vous allez écouter pour trouver la différence. OK, j'y vais. Vendredi soir, je mange de la pizza. Vendredi soir, je regarde un film avec ma famille. Samedi, je marche au parc avec mes enfants. Samedi, je cherche des fruits et des légumes au marché. Dimanche, je mange au restaurant chinois et dimanche, je me promène avec mes parents. OK, les amis.
En utilisant la stratégie cascade, vous allez me dire quelle est la différence entre l'anglais et le français. Vous allez alors taper votre réponse dans la boîte de clavardage, mais vous n'allez pas taper sur Enter avant que tout le monde ait la chance de réfléchir à leur réponse et de la composer. Et j'attends pour que les élèves réfléchissent et répondent. Et à la compte de 3, 2, 1, tout le monde va cliquer sur Enter et les réponses vont apparaître dans la boîte de clavardage. Nous allons examiner et lire les réponses ensemble et on va constater que, oui, c'est ça. En français, on ne dit pas sur une journée comme en anglais. La logique française ne permet pas que nous nous plaçons sur une journée. OK, maintenant, nous allons pratiquer. Écoutez ma phrase encore. Samedi, je cherche des fruits et des légumes au marché. Qu'est-ce que tu fais pendant la fin de semaine? Samedi, je cherche des fruits et des légumes au marché. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si un élève fait une faute avec sur, je vais corriger la faute en redonnant mon exemple, mais je ne vais pas utiliser la phrase de l'élève parce que c'est sa phrase et non pas la mienne. Si j'utilise sa phrase, il va penser que je fais la même chose que lui. Puis, si un élève cherche un mot de vocabulaire, je vais le fournir en français. Je vais exiger que l'élève parle en phrase complète et dit la phrase correctement. Après avoir demandé à 2 ou 3 élèves, je vais vérifier leur compréhension. Les élèves, voyons voir si nous avons tous compris. Qu'est-ce que Mina fait pendant la fin de semaine? Très bien, on continue. Qu'est-ce que tu fais pendant la fin de semaine? Oh, Alexandre, est-ce que tu peux poser la question à Sylvain? Et comme ça, on fait 2 ou 3 réponses et les élèves commencent à se poser les questions. Faisons le retour. Qu'est-ce que Alexandre a fait pendant la fin de semaine? Qu'est-ce que Mina a fait pendant la fin de semaine? Bravo! Je vois que vous avez compris. Maintenant, on va avoir une petite conversation. Est-ce que je peux demander à un élève de modéliser avec moi comment avoir une petite conversation pour la classe? Un élève arrive en avant de la classe. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais pendant la fin de semaine? Oh, c'est amusant. Moi, samedi, je cherche des fruits et des légumes au marché. Merci d'avoir parlé avec moi. À plus tard. Et une fois que les élèves ont eu une conversation, on va encore une fois faire l'intention d'écoute où on va demander qu'est-ce que leur partenaire a fait. Nous pouvons les laisser changer plusieurs fois de partenaire pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Alors, on fait les diades et questions sur les réponses de partenaires. À peu près 2 minutes pour la conversation, moins si on voit que certains élèves ont terminé. On ne veut pas qu'ils commencent à parler en anglais. Je préfère ne pas leur donner assez de temps de se déconcentrer. Vous allez remarquer, quand vous faites ça, que quelques élèves vont écouter les autres et voler leurs réponses. Ça va, ils sont en train de différencier pour eux-mêmes. Ils pratiquent les réponses des autres pour gagner de confiance. Mais ils pratiquent et ils parlent en français. Et ça, c'est le but. Vous allez remarquer qu'il y a des élèves qui disent la même phrase avec chaque partenaire. Et ça va. Ils gagnent en confiance chaque fois. Vous allez remarquer également qu'il y a des élèves qui changent de phrase à chaque fois. Aussi, ils différencient pour eux-mêmes. Ils varient leurs réponses, ils varient leurs phrases et pratiquent la structure en ajoutant leurs propres idées. Maintenant, on fait l'intention d'écoute. Qu'est-ce que ton partenaire fait pendant la fin de semaine? Nous avons fait la mini-leçon et les élèves vont avoir pratiqué. Le lendemain, on va avoir une autre conversation en utilisant les jours de la semaine sans sur. Qu'est-ce que tu fais lundi après l'école? Une petite parenthèse. Avant
une petite parenthèse. À part de pratiquer les jours de la semaine censure, avez-vous remarqué que nous avons parlé au présent à la première personne? Samedi, je cherche des fruits et des légumes au marché. À la deuxième personne, qu'est-ce que tu fais pendant la fin de semaine? Et à la troisième personne, samedi, Kayla va au parc avec ses amis. Et nous avons fait tout ça à l'oral et non pas à l'écrit parce que le but, c'est de développer l'écoute et la grammaire interne. Le but ici, ce n'est pas la lecture, c'est la communication orale. Sur ça, je voudrais aussi m'attarder sur un autre point concernant notre curriculum. Même si on enseigne les structures de phrases et le vocabulaire et la grammaire pour pouvoir accomplir certaines tâches, dès que les élèves commencent à parler en français, on n'évalue pas la grammaire avant la 4e année en immersion et la 7e année en français de base. Applying Language Conventions ne paraît même pas comme objectif dans le curriculum avant ces années. Pour faire le lien au CECR, ces niveaux correspondent à peu près au niveau A2. Avant ça, notre apprenant est un débutant, un niveau A1, et on se concentre surtout au développement de l'oreille et de la communication orale. Pour un débutant au niveau A1, et même pour les apprenants plus avancés, c'est difficile de faire attention aux messages que nous voulons transmettre en même temps qu'aux corrections à la structure grammaticale. On peut dire que s'attendre à une précision grammaticale pendant la production spontanée peut nuire à la confiance et au rendement de l'apprenant. Or, nous voulons bâtir la confiance chez nos élèves et les faire communiquer. Pour ce faire, il faut donc cibler les structures de phrases et la grammaire essentielle pour les tâches à effectuer. Nous parlons de grammaire dans les tâches actionnelles. Alors, juste avant d'aller regarder les tâches actionnelles, j'aimerais faire un petit rappel. Une tâche actionnelle, alors c'est une tâche qui a un contexte authentique pour l'élève, donc quelque chose qui est dans son vécu actuel et qui peut servir à la vie à l'extérieur de la salle de classe aussi. Il y a un but à cette tâche, donc il y a un problème à résoudre, ou il y a une tâche à accomplir, ou il y a un objectif à atteindre. Et c'est l'élève, en tant qu'acteur social, qui va résoudre le problème ou accomplir la tâche ou atteindre l'objectif. Donc, il va avoir au moins une interaction sociale pour résoudre le problème, pour accomplir le but de la tâche. Alors, voici quelques exemples de tâches actionnelles à de différents niveaux d'apprentissage. Voyons voir comment on peut cibler les points de grammaire nécessaires pour accomplir ces tâches. Par exemple, si nous regardons Languages in Action Beginner, dans ce tableau, le numéro 7, c'est pour décrire quelqu'un. La tâche actionnelle serait, par exemple, identifier quelqu'un quand on est perdu, identifier un ami en commun pour expliquer notre rapport avec cette personne. De quelle grammaire est-ce que nous avons besoin pour effectuer cette communication? Nous avons besoin des verbes être et avoir et nous avons besoin des accords, de l'accord des adjectifs. N'oubliez pas, nous allons faire ceci à l'oral pour bâtir la grammaire interne des élèves. Comme vous voyez dans ces tableaux, nous pouvons viser la grammaire nécessaire à chaque stade de développement langagier ou de niveau CECR de l'élève. Je vous invite d'examiner le tableau qui est le plus représentatif de vos élèves et de regarder quelles sont les tâches actionnelles à faire et quelle est la grammaire qui peut aller avec. Examinons maintenant une tâche actionnelle en plus de détails pour déterminer où se trouve la grammaire en contexte de cette tâche. Voici notre tâche.
Nous allons planifier une célébration ou une fête en utilisant une marche à suivre de notre création. Nous allons décider de l'endroit, de la nourriture, des activités et des divertissements que nous allons avoir. Nous allons préparer des invitations et des listes de choses à faire. Et nous allons également planifier les décorations et nos tenues, les vêtements. J'aurais dû préciser que c'est pour une tâche actionnelle de niveau B1 ou A2, plutôt A2, et pour les élèves, par exemple, au niveau intermédiaire. Alors, allons voir de quoi les élèves ont besoin pour accomplir cette tâche actionnelle. Vous allez voir alors ici des suggestions pour les sous-tâches de lire les exemples. Voici quelques exemples de structures de phrases possibles. Je vous invite de lire ces structures de phrases et d'identifier où est la grammaire et quels sont les points de grammaire que nous avons besoin d'enseigner pour que les élèves puissent communiquer dans cette tâche actionnelle. Okay. Je pense que nous avons fait plus ou moins le tour sur les tâches actionnelles que nous pouvons faire pendant cette session. Alors, pour plus d'informations sur la perspective actionnelle et d'idées sur la planification de tâches actionnelles, vous pouvez vous référer à ce document qui se trouve sur le site Transforming FSL. C'est Guide to Reflective Practice for Core Friend Teachers, the Action-Oriented Approach. Et encore une fois, ça se trouve sur le site Transformons FSL ou Transforming FSL. Vous allez également, sur ce site de Transforming FSL, trouver un autre document qui s'appelle Enseigner la grammaire en contexte. Vous allez voir plusieurs des idées dont nous avons parlé aujourd'hui et des sujets que nous avons abordés ensemble. C'est une très bonne façon de vérifier ou d'avoir un gabarit de planification. Le nœud que vous voyez ici en haut à droite représente en fait une planification. Donc, d'abord, la découverte de ce que nous allons apprendre, la précision et la mise en application. Alors, la découverte, ça serait cette partie où l'élève écoute et l'expérience d'entendre la structure de phrase. Précision, c'est quand l'élève pratique et que nous corrigeons, et mise en application, c'est lorsque l'élève va utiliser les structures de phrases indépendamment avec d'autres élèves et dans de différents contextes. Avant la fin de notre temps ensemble, parlons un peu de comment les élèves peuvent alléger un peu notre travail pour que nous n'ayons plus besoin de faire des tonnes de photocopies pour la pratique des concepts grammaticaux. Souvenez-vous, celui qui travaille, c'est celui qui apprend. Vous, comme enseignante, vous avez déjà fait vos apprentissages en français langue seconde. Maintenant, c'est à vos élèves de le faire et non pas vous. Alors, voici comment nous pouvons faire. D'abord, nous pouvons écrire un exemplaire pour les élèves de la structure de phrase à l'écrit cette fois. Et bien sûr, ça, c'est après avoir fait l'expérience d'apprendre la structure de phrase à l'oral. Alors, les élèves vont lire la structure de phrase en lisant les bonnes formes grammaticales. Il suffit d'une phrase pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'écrire des tonnes de phrases. Vous allez ensemble lire la phrase et observer la phrase ensemble pour sortir le point grammatical. Vous pouvez donc écrire des exemples ensemble. Ça, c'est la pratique partagée. Et donc, vous allez écrire la phrase que chaque élève propose avec son nom. C'est le droit d'auteur. C'est motivant comme ça. Et donc, vous allez écrire chaque phrase sur une feuille de papier pour que vous puissiez utiliser les phrases plus tard pendant la leçon, mais aussi pour les afficher comme référentiel après. Ensuite, chaque élève va écrire une phrase et vous vérifiez les phrases sur place. C'est une rétroaction immédiate et c'est pourquoi on veut des écrits courts. Les élèves qui terminent plus vite peuvent écrire une autre phrase, bien entendu.
Ensuite, les élèves vont partager leurs phrases. Souvent, on oublie cette phase de l'apprentissage. Les élèves écrivent quelque chose, l'enseignant le lit et le corrige et on passe à autre chose. C'est une occasion perdue. Maintenant que les phrases sont corrigées, on fait lire les phrases par les élèves. Ils lisent et ils s'approprient plus de ce concept grammatical. Tout d'un coup, il y a plus de matériel à lire au niveau des élèves. Ils ont fait le travail pour vous. Merci les auteurs. Et les élèves sont motivés à écrire plus et mieux et à corriger leurs erreurs parce qu'ils savent que leurs amis vont lire leur travail. Coup de génie. On peut alors avoir un travail en partenaire où chacun lit sa phrase à un autre et on change de partenaire. Chacun lit sa phrase à un autre et on change de partenaire. Il ne faut pas oublier de donner une intention à l'écoute. Par exemple, vous allez trouver une autre activité que vous aimez faire pendant la fin de semaine et la partager avec la classe après la lecture. Ou vous allez poser une question à propos de l'activité que votre ami a partagée. Ou vous allez commenter sur la belle phrase. À la fin de la leçon, les élèves ont chacun lu un tel nombre de phrases utilisant la forme grammaticale correcte. Ensuite, faire écrire des phrases dans un autre contexte. Par exemple, les activités pendant la fin de semaine. On peut avoir des phrases closes avec la réponse au dos. Lorsque les élèves lisent la phrase, ils doivent deviner la journée et l'utiliser dans la phrase. Dorénavant, les élèves peuvent écrire leurs propres phrases avec les structures de phrases en utilisant les bonnes formes grammaticales. Dans un centre ou une station ou pendant le travail indépendant, ils peuvent continuer à pratiquer ces structures et formes grammaticales. Ils peuvent peut-être écrire un récit la fin de semaine, une carte postale ou un mail à ses parents, ce que je fais au camp d'été, un texto à un ami pour expliquer l'horaire des cours. Il ne faut pas oublier de faire lire les textes par les autres élèves. Mettez les récits terminés dans un autre centre ou station. C'est plus de lecture pour les élèves en français et c'est une lecture à leur niveau parce qu'ils écrivent à leur niveau. Donc, les élèves doivent bien sûr répondre, commenter, poser une question après avoir lu le texte d'un autre. Et sur ça, je vais vous laisser de faire une réflexion personnelle. Incorporer la grammaire en contexte, c'est un continuum. Et vous allez voir alors ici ce continuum de grammaire en contexte, de quoi est-ce que ça a l'air dans la salle de classe, qui est tiré du document dont on a parlé tout à l'heure, grammaire en contexte, qui se trouve sur Transforming FSL. Et je vous invite de lire ce document et donc de déterminer où est-ce que vous vous trouvez et quelles seront vos prochaines étapes pour l'enseignement de la grammaire en contexte. Nous avons donc aujourd'hui passé à travers une compréhension de ce que c'est la grammaire en contexte. Et nous avons examiné des exemples d'intégration de la grammaire dans les tâches authentiques et déterminé comment les identifier dans les activités d'écoute, d'expression orale, de lecture et d'écriture. Et nous avons découvert comment faire préparer du matériel par les élèves afin de ne plus avoir besoin de feuilles de grammaire et d'impliquer nos élèves plus dans leur apprentissage. Merci beaucoup de votre attention et de votre participation dans cet atelier sur la grammaire en contexte. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation avec le restant de la conférence OMRTA virtuelle de l'été 2021. Au revoir.